Salut, je m'appelle Tommy et bienvenue sur Blogcast, le podcast par le média d'escalade innovant Blogcorp. Dans ce format, nous allons à la rencontre de différents acteurs du monde de la grimpe, athlètes, ouvreurs, photographes, entraîneurs ou encore entrepreneurs. Et pour ce 12e épisode, nous retrouvons Jonathan Bellegros. Coach mental et praticien en hypnose, Jonathan a accompagné de nombreux grimpeurs et grimpeuses à travers leurs projets sportifs. Il a aussi sorti plusieurs livres autour de ses pratiques avec le dernier en date, l'incontournable de l'auto-hypnose. Mais il est aussi conférencier TEDx et directeur de l'Institut national de la préparation mentale. Dans cet entretien, on revient sur son parcours, l'importance de la préparation mentale en escalade ou encore un exercice pour découvrir l'intérêt de l'imagerie en escalade. Et pour cet épisode, nous testons une nouvelle façon de faire en réalisant moins de coupures pour essayer d'avoir le max d'authenticité. Dites-nous ce que vous en pensez. Bonne écoute. Et bah du coup c'est parti, j'espère que toi. Première question, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Déjà, merci Tommy pour l'invite. Elle est pas évidente cette question parce que tu vois, c'est jamais par. S'il faut présenter ce que t'es ou ce que tu fais, du coup, je vais faire peut-être un peu des deux, un micmac. Euh, je pense, ce que je fais le plus, c'est de la préparation mentale, où j'interviens auprès d'athlètes amateurs et puis de haut niveau dans plein de sports, dans l'escalade, dans le squash, dans le golf, dans le tennis, dans la natation, dans le judo, dans le kickboxing, enfin, des sports indives, dans le freeride aussi. Et à côté de ça, je dirige un institut dont le but est de former les gens, les éducateurs, les entraîneurs, les passionnés de sport, les professionnels aussi du sport, mais plutôt de l'entraînement, des kinés, des ostéos, au métier, ou en tout cas aux compétences de la préparation mentale. Donc, il s'appelle l'Institut de la prépa mentale. Et voilà, après je donne quelques conférences, j'ai écrit 2 bouquins, et puis voilà, ça fait déjà pas mal de trucs que je fais. Maintenant, je suis content d'être là parce que moi, je suis grimpeur depuis pas toujours, mais depuis une vingtaine d'années, je suis dans le milieu de l'escalade par plein de choses en fait, parce que j'ai découvert l'escalade assez tard. Enfin, moi, je considère ça tard. J'ai eu une espèce de coup de cœur à 14 ans, mais il a fallu longtemps pour que je revienne à l'escalade plus tard, vraiment. Euh, Puisque j'étais d'abord rugbyman, puis ensuite je suis passé à l'escalade d'une façon un peu bizarre, mais en gros, c'est comment passer d'un sport. En plus, rugbyman, j'étais premier centre, c'est-à-dire qu'en gros, je faisais 15 kilos de plus qu'aujourd'hui, quoi. Donc, il a fallu passer d'un sport complètement horizontal à 15 kills, à 15 kills de plus, à perdre 15 kilos et passer à un sport vertical. Enfin bon. Mais, voilà, ça m'a amené à découvrir l'escalade plus tard. Et en tout cas, le redécouvrir plus tard vers 18 ans, 18-19 ans, où là, je grimpe. Je travaille à Murmure-Pantin. Donc, c'est une salle historique, hein, en tout cas de la région parisienne. Il y en avait, il y en avait 3 à l'époque. Il y avait Murmure-Pantin. Il y avait déjà ici les Moulineaux. Et puis, il y avait Entrebloc. Et, et puis de là, en fait, j'ai enchaîné. Enfin, je travaillais. À un moment donné, la direction avait pressenti pour me filer la direction de la salle d'ici les Moulineaux. À ce moment-là, il y a 2 personnes géniales. Richard Signa, qui est un éducateur, un prof d'escalade assez réputé par son ancienneté et son talent, hein, de prof en région parisienne. Et puis Rémi Escoffier, euh, qui m'ont dit, bon, toi, faut que tu partes. Donc j'avais fini ma licence de STAPS et je suis allé à Grenoble pour faire mon master STAPS, pour me rapprocher des montagnes, me rapprocher du projet de guide que j'ai pas fait. Et, euh, et voilà. Puis c'est après que j'ai mis le pied dans l'aspect mental. En fait, j'ai fait plusieurs expéditions en escalade et tout, dans pas mal d'endroits, mais j'étais plutôt un grimpeur de grande voie. Ok. Euh, Pas de bloc. J'étais un grimpeur de grande voie et plutôt en terrain d'âve. Je mets tout au passé parce que maintenant j'habite Paris, j'ai 2 enfants. Euh, la dernière vient d'avoir 2 mois, il y a quelques jours. Enfin, genre là pour l'instant ma grande voie, c'est d'enchaîner les longueurs
ou plutôt les nuits raccourcies, on va dire, tu vois, c'est plutôt ça. Mais, euh, mais je me considère quand même comme grimpeur, parce que je continue de grimper, quoi. Euh, et puis, il y a quand même quelques trucs que j'ai pas terminé de faire. Mais voilà, je suis passé des expéditions à grimper et tout, au monde de la prépa mentale, et du coup, ce que je fais aujourd'hui, c'est essentiellement ça. C'est de la prépa mentale, c'est aider, accompagner les uns les autres à aller, lorsqu'ils ont un rêve, à aller vers ce rêve-là. Pas en les aidant sur le plan physique. Moi, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté d'entraîner, que je fais pas de prépa physique et tout. Je me tiens à la page sur ce qui se fait, hein, bien sûr. En plus, surtout que je bosse avec plein de staff différents de haut niveau, et donc du coup, je vois bien. Mais par contre, là-dessus, je me considère pas comme connaissant quelques n'ayant, enfin, j'ai pas de compétences là-dessus. Par contre, sur l'aspect mental, effectivement, accompagner les gens à aller atteindre leurs rêves, aller atteindre leur sommet de leur voie ou leur bloc, et ben ça, voilà, ça c'est ce qui me plaît le plus, quoi, et ce qui me fait vibrer, ouais. Et du coup, avant de se spécialiser dans l'escalade et un peu comprendre ce que c'est la préparation mentale et ce que ça peut apporter aux grimpeurs, Mm. et découvrir aussi tes différentes casquettes, parce que tu en parlais un petit peu avant, mais vraiment tout est un peu poussé. La première question Mhm. qui m'intéresse, c'est un peu ton parcours scolaire avant de devenir préparateur mental. Qu'est-ce qui s'est passé avant que... Il y ait peut-être un déclenchement et avant que tu deviennes du coup préparateur mental. Waouh, waouh, waouh. Euh, alors, c'est une sacrée question parce que ça remonte. Enfin, moi à la base, je suis dans un lycée option L, option théâtre lourd. Donc à la base, je fais du théâtre et le schéma classique, c'est tu sors du bac théâtre, t'enchaînes sur le cours Florent ou cours Simon, qui sont deux concurrents, et puis après tu fais les castings et puis tu vois ce qui se passe, quoi. Moi, j'aimais trop être dehors et j'aimais trop le sport pour Ok. faire ça. Euh, donc, en plus de ça, j'avais rencontré un prof de PS absolument incroyable. Je pense d'ailleurs que si j'ai réussi ma seconde et que j'ai pas fait que du sport, mais que j'ai un peu bossé quand même par écrit, que j'ai réussi ma seconde, puis ma première, puis ma terminale, je lui dois. Il s'appelle Pierre Ménager. Et, euh, et du coup, un peu par association d'idées, naïf, fait ce gars-là est génial. Son métier, c'est prof de PS. Moi, je vais faire prof de PS. Donc, à la base, j'étais plutôt parti pour faire prof de PS. Et d'ailleurs, je fais ma licence à Paris, une licence éducation et motricité. Je fais quelques remplacements en tant que prof de PS, je fais mon stage et tout, et puis je fais prof de PS dans un bahut au lycée Ravel, où j'avais des options sport d'ailleurs, donc c'est à peu près le rêve hein, pour un prof de PS. Et là, je me rends compte que ce métier-là va pas me convenir, quoi. C'est pas fait pour moi. Plein de raisons. Obliger des élèves à faire quelque chose qui, moi, me passionne, c'est-à-dire bouger, que ce soit courir, nager, grimper, rouler, nager. Enfin, moi, ça me passionne. Et en fait, j'avais pas envie d'être le gars qui force à dire, bah voilà, on va faire un cycle de natation. Ah non, j'ai pas envie, monsieur. Bon, bah, j'ai pas envie, que t'aies pas envie. Donc, du coup, moi, j'ai pas envie de faire ce métier. Donc, c'est comme ça que je me suis tourné vers le BE. Euh, le BE escalade. Et puis en fait, dans mon parcours, bon, bah voilà, de grimpeur, comme je le disais, il y a eu plein de trucs vraiment très très chouettes. Puis à un moment donné, j'ai commencé à enchaîner des blessures. Blessure à l'épaule, je pète la coiffe des rotateurs sur le Vercors dans une voie à la Goulandière. Je cumule des hernies dans tous les sens et je me dis bon ben là faire miser ma vie financière, ma sécurité financière sur mon corps, ça va pas être génial. C'est pas le bon plan quoi. Je suis pas, j'ai visiblement pas le corps sur lequel moi je miserais. Donc il va falloir trouver un autre plan. Et moi, ce qui m'avait toujours passionné, c'était parallèlement à ça, c'était bien sûr c'était le mental. Comment faire pour aller plus loin, pour réussir quelque chose. Et déjà que ce soit le théâtre pour rentrer dans une pièce ou pour rentrer dans une voix ou pour rentrer dans un texte, c'est finalement la même chose. Quoi. Ça demande, c'est comment tu utilises ta tête pour faire ça. Et l'hypnose, en fait, a toujours fait partie de notre vie. Quand je dis notre vie, je pense à mon petit frère. Il pratique pas l'hypnose, mais il en avait entendu parler autant que moi. Nous, à la maison, on n'avait pas la télé, et donc du coup, on n'avait pas du tout cette vision de l'hypnotisme, genre spectaculaire, télévisuel. C'était pas du tout ça. Et comme on n'avait pas la télé, d'ailleurs, ben, on avait des repas où on se parlait pas mal, et donc et on avait une tante
qui est à la retraite maintenant, hein, et qui était anesthésiste à Montpellier et qui pratiquait l'hypnose et qui a pratiqué l'hypnose les 15 dernières années de sa carrière professionnelle. Et donc les repas à la maison, ça donnait un truc du style ah bah écoute, comment ça va toi à l'école? Bah ouais, super et tout. On est en train d'apprendre des trucs sur la Seconde Guerre mondiale. La prof de français, elle est un peu embêtante et tout. Et toi? Bah moi, écoute, je parle aux gens, je fais des greffes de peau, euh, voilà, je les hypnotise et puis on répare le bras, on met des broches. Puis ensuite, il y a eu un accouchement, puis il a fallu filer un coup de main pour. Elle avait peur des aiguilles, du coup, ben, je l'ai hypnotisée, et puis comme ça, elle a pas eu besoin d'avoir un péridurale. Ah ouais, cool. Est-ce que tu reprendrais du dessert? Enfin, tu vois, c'était vraiment aussi simple que ça. Donc, rien d'extraordinaire dans l'hypnose. Vraiment, un truc complètement banal. Genre, ouais, banal. Euh, et, et donc, j'avais lu des petits bouquins d'hypnose, j'avais testé même sur quelques copains, quoi, les copains qui avaient peur un peu pour, ah, mais j'ai peur pour tel examen, tu vois, bon, ferme les yeux, puis imagine que ta peur, elle s'éloigne, ou que machin, enfin, je faisais des trucs assez naïfs, et puis qui marchaient quand même pas mal. Donc au moment où j'ai le corps qui pète dans tous les sens, je me dis attends, ok, donc là qu'est-ce qui me plaît? Moi, ce qui m'a toujours plu là-dedans, c'était pas tant d'emmener des gens, en tout cas le projet d'emmener des gens en expé ou en haut du Mont Blanc, c'était plutôt de les emmener à un truc, à atteindre quelque chose qu'ils ont rêvé. Et donc ça, c'est ça qui me fait vibrer. Et puis l'autre truc, ben l'hypnose m'intéressait. Donc j'ai cumulé les deux. Je me suis formé à l'hypnose. Et on est en 2010, on est 2 ans après les Jeux de Pékin, et assez vite, moi, dans la formation d'hypnose, j'apprends comment on, on travaille sur une phobie, comment on travaille sur la pression, comment on travaille sur la confiance en soi, comment on travaille sur la diminution d'une émotion, ou alors l'activation d'un bon état un bon état émotionnel. Puis moi, à chaque fois que j'apprends ça, je me dis mais attends, mais ça dans le sport c'est génial, mais ça dans le sport c'est super, mais ça serait génial. Et puis je regarde un peu ce qui est fait en France et il y a rien. Alors qu'à Pékin, il y a quelques écrits où il y avait des personnes, en tout cas qui relatent le fait qu'il y avait des personnes formées à l'hypnose dans les équipes anglo-saxonnes, USA, Australie, Royaume-Uni, en tout cas Angleterre, je veux dire. Et il y en avait aussi dans l'équipe russe. Donc des personnes formées à l'hypnose, mais en France, rien. Donc là, ben, moi, je me dis, bon, ben, je regarde un peu en France, puis pas grand monde, quoi. Donc je commence moi, à bosser sur l'hypnose et puis à écrire deux, trois trucs, faire des retours d'expérience, partager des choses. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à, à être un des premiers, peut-être, en tout cas peut-être d'autres pratiquer de manière plus confidentielle, mais un des premiers un peu à parler de cet outil, euh, qui est l'hypnose, qui fait partie de la prépa mentale, mais qui n'est pas un outil, enfin qui est un outil de prépa mentale, mais ce n'est pas la totalité de la préparation mentale. Il a bien des avantages, peut-être qu'on en parlera, mais il y a plein d'endroits aussi où il est complètement inutile. Euh, et voilà. Donc c'est comme ça quelque part que je me suis un peu retrouvé à hypnotiser des gens. Puis en plus, 2010, 2011, à l'époque à Grenoble, bah, ayant bossé à Murmure-Pantin avant, j'arrive à Grenoble, le premier endroit où je vais chercher un emploi, c'est dans une salle d'escalade. Et donc, euh, je me retrouve à Espace Vertical. Génialissime, Espace Vertical. C'est super, le grimpeur que je suis, on ouvre des voies, on chèpe des prises. C'est trop bien, quoi, c'est trop bien. Et à côté de ça, bah, quand je bosse pas, bah, j'y grimpe. Et puis, euh, Et puis, ben, je mets en pratique ce que j'apprenais de l'hypnose. Et puis ensuite, donc, euh, de- donc ça donnait, ben, des fois, quelqu'un qui arrivait, qui se faisait peur. Tiens, bah, t'as eu peur. Tiens, est-ce que est-ce que t'aimerais qu'on teste un truc? Et puis, l'hypnose a de ça sur les petites peurs, des trucs, d'avoir vraiment un effet génial, mais très efficace. Et donc, des fois, ben, 5 minutes plus tard, tiens, bah, il repart, puis il a plus peur, tu sais, il a plus le twist au niveau des pieds, hein. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé dès 2011, ouais, l'hiver 2011, il y a un guide de haute montagne qui était un copain qui s'appelle Jean-Roland Guillot, donc du bassin grenoblois, et qui est nommé sélectionneur entraîneur de l'équipe de France d'escalade sur glace, jeune. Et donc,
il me dit, ben voilà, il a 1 mois et demi pour faire un sélectif et ensuite aller aux championnats du monde jeunes qui sont organisés à Ok, c'est Champagny-en-Vanoise. court. C'est super court. Il me dit, écoute, je vais sélectionner des gars, ça va être de bons grimpeurs, mais ils savent pas faire, ils vont pas, je vais pas leur apprendre à fermer le bras, tu vois, comme en dry, on fait tout en triceps et tout. Moi, je faisais un peu de dry aussi à cette époque-là. Il me dit, s'ils sont pas forts dans leur tête, on va au carton, quoi. Donc on se retrouve à Champagny, faire un sélectif, récupérer quelques jeunes, une équipe de jeunes morts de faim, quoi, bons grimpeurs, on leur met des piolets dans les mains et on leur dit bon, dans 1 mois les gars, championnat du monde. Sympa. Et là sympa. Et la FFCAM et Jean Roland tape un peu sur l'épaule en disant bon là le coach mental, il peut tout arriver, mais il faut juste, s'ils sont forts dans leur tête, il peut que se passer des trucs bien. Et alors moi je tombe pas dans le piège, hein, je leur dis ouais, on va voir, déjà chacun est différent, mais cette année-là il se trouve que et c'est vraiment et les gars étaient forts, hein, mais voilà, on bosse un peu en peu de temps, on bosse et le mental et la kiné, enfin on met plein de petites choses en place, mais de l'amateurisme aujourd'hui maintenant avec les frères là devant et tout, ça on en est loin. D'ailleurs avec lesquels moi je suis parti quand eux sont arrivés. Et puis cette année-là, en fait, la France fait troisième meilleure nation et Octave Garbolino fait vice-champion du monde jeune. Et, euh, et du coup, l'aventure a commencé par continuer à suivre cette équipe. Donc pendant 3 ans, j'ai été prep mental de cette équipe-là. Et ben voilà. Et puis ensuite, le monde de la montagne étant un petit monde quand même, je bossais avec des grimpeurs, puis ensuite avec des skieurs, ensuite avec des fondeurs, ensuite et ainsi de suite, jusqu'à passer ensuite sur d'autres sports une fois arrivé dans la période préparatoire des Jeux de Rio, euh, où là, je suis monté sur Paris pour bosser notamment avec le judo. Ok. Et du coup, en... Je me suis éloigné de ta question, hein. Comment? Si je m'éloigne trop de tes questions, si je m'éloigne Non, trop de tes c'était questions, tu me, intéressant. tu Ça me fait un ramènes, gros hein. panel de présentations, c'est cool. Et en 2012, tu lances du coup les Mental Camp. En quoi ça consiste? Ouais, les mental camp, ah bah là, alors là, c'est super. Ça consiste en un truc très simple, c'est-à-dire que moi, justement, de cette expérience avec les sportifs et notamment la glace, me suis rendu compte que le plus intéressant dans la préparation mentale, en tout cas, c'était au moment où elle allait pouvoir être vérifiée, et que c'était un problème qu'il y avait et qu'il y a encore, hein, c'est que la prépa mentale, ça reste un truc un peu abstrait. C'est ouais, je Mhm. bosse ma confiance de loin, dans le cabinet de la personne, tu vois, dans les fauteuils et tout. Je me dis, ah ouais, là, j'ai vachement plus confiance en moi. Ok, Ah, c'est très abstrait quand même comme discipline. génie. C'est Parce que hyper tu travailles la abstrait. force, tu fais Et flexion un bras, tu dis ok, j'en fais deux, ok. Le mental, tu dis pas oh ouais, c'est bon, je suis calé, mentalement je suis bien. Genre ouais, t'arrives pas c'est le, ça, t'as rien de concret quoi. exact. Ou en tout cas, on n'arrive pas à la rendre Mm, concret. Et moi, j'avais besoin de la rendre concret. Mon job de base, ma formation de base, c'est éducateur mm. sportif avec les STAPS, tu vois. C'est-à-dire que moi, mon job, c'est je vois un mouvement qui se fait pas correctement, il y a une aptitude qui est pas géniale, je me demande comment on peut remédier à ça, et derrière, je le refais valider, c'est-à-dire, je vais pas faire, ok, ouais, tu vois, ta roulade avant, tu poses tes mains là, t'enroules la tête, t'as fait ta roulade avant, ah ouais, génial, dans mon canapé, ça se passe nickel. Mais non, vas-y, fais-le, ok, on change deux, trois trucs, puis on remédie, et puis la situation évolue. Euh, et moi, formaté par ce fonctionnement, du coup, j'ai voulu faire la même chose avec la prépa mentale. Puis je me suis rendu compte que, écoute, ok, on va faire un test. Là, tu vois, ce move-là, tu le rates à chaque fois. Vas-y, on va faire un truc, de la visualisation, puis derrière, tu le mets tout de suite en application. Et tout de suite, on a du feedback. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu t'es dit? Ah j'ai eu beaucoup moins de pensées. Génial. Cette technique-là marche. Continue. Ah mais moi, j'ai eu autre chose. J'ai encore eu des pensées, mais par contre, j'avais moins peur. Ok, tiens, on va utiliser notre technique. Et les mental camps, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle de la préparation mentale intégrée, comme on parle de préparation physique intégrée, c'est-à-dire plus éloigné de la salle de muscu et plus proche du coup de la réalité du mouvement. La prépa mentale intégrée, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, en gros, on va faire de la prépa mentale, mais dans l'action. C'est, tu prends un bloc, t'essayes, t'y arrives pas,
on met en place quelques outils, tu réessayes, ah bah tiens, ça marche mieux. Et du coup, ces mental camp, ben, moi, je les fais sous forme de stage, petit groupe, où on entraîne le corps et la tête ensemble. Pour moi, c'est, ça reste le moment le plus idéal pour faire de la prépa mentale. C'est de se rapprocher du terrain. Donc après, j'ai fait des mental camp en natation, en escalade, en crossfit, en squash, en tennis. Enfin, voilà, il y a eu pas mal de mental camp dans pas tous les sports, mais en tout cas dans pas mal de sports où on peut alterner phase de pratique mentale, mise en pratique physique, feedback, amélioration, on y retourne et Ok. ainsi de suite. Et c'est cool, du coup, en plus, ça te fait un laboratoire pour comprendre ce qui fonctionne sur certains types de gens, ce qui fonctionne pas, etc. Et du coup, être de plus en plus Bien calé, sûr. genre tu formes les gens, et en même temps, tu continues à te former toi-même en testant un peu tout ce que tu as appris. Ah, complètement. Complètement. Et puis j'ai vu des trucs de fou, des trucs auxquels moi je Ouais, m'attendais pas. C'est-à-dire que il y a des outils que je connais, alors par exemple de respiration ou d'hypnose, et effectivement, les études montrent que bah tiens, ça c'est ouais, ça fonctionne, mais il faut plus ou moins de temps et tout. Et c'est vrai. Mais j'ai aussi vu des gens passer de ça va alors tranquille pour les auditeurs, hein, ça va faire un peu miracle comme ça, tu sais, mais genre passer du 6C au 7A en une journée. Alors attention, une cotation, c'est toi et moi ouais, c'est très assez bien abstrait, hein. ce Mhm. que ça veut dire, la subjectivité, souvent c'est en salle, donc du coup faut voir la difficulté, la réputation de la difficulté de la salle et ainsi de suite et tout, le style de grimpe, mais mais j'ai vu des trucs incroyables. Et puis j'ai vu aussi des choses moins incroyables, mais où les personnes ont pu continuer d'utiliser les outils. Et après, je reçois un mail, tu vois, un an plus tard, en me disant, eh ben, j'avais peur en moulinette. Un an plus tard, voilà, j'en suis à ma 10e grande voix et en réversible. Et puis voilà, je te mets un petit mail, Ouais. quoi. Génial, top. Moi, moins les gens ont besoin de moi, mieux je me porte. Et du coup, c'est vraiment sur cette base-là que, euh, que j'ai fondé ces mental camps parce que il nous manque dans notre formation initiale d'entraîneur, d'éducateur sportif, une dimension prise en compte du mental et on perd plein de jeunes ou de gens passionnés, notamment en escalade, parce qu'à un moment donné, leur frontière, la frontière, elle est mentale. Et donc, ils passent à une autre activité. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Parce qu'il y a des entraîneurs, et j'ai fait partie de ceux-là, quand j'encadrais en escalade, tu vois, de dire, bah, tiens, on va faire une école de vol. Ouais, mais non, en fait, peut-être pas la bonne idée. Ouais. Parce que il y a quand même quelques personnes, tu vois, qui font des écoles de vol, et ils y reviennent Ah, plus l'école de jamais, tu vol, vois. C'est c'est. Ouais, dommage. ouais, c'est pas. Mais du coup, en même temps, ça me surprend pas qu'il y ait un peu des miracles comme ça, parce que, genre. Bah, déjà, l'équitation, ça fait de fou des barrières mentales, en mode c'est pas possible parce que c'est au-dessus de ce que je fais. Du coup, mentalement, je me dis que c'est pas Ouais, possible. Il y a tellement de grimpeurs qui sont dans le 8C+, qui n'arrivent pas à faire 9A. Mais tu peux faire ça à chaque ouais. échelle de cotation, où mentalement, en fait, t'arrives pas à te libérer et te dire ça a marché. Donc, ouais, moi, ça me surprend pas Ah forcément ouais, que, ouais, genre, une journée, tu peux vraiment passer de. Tu peux vraiment augmenter ton niveau parce qu'en fait, mentalement, tu te convaincs que en fait, c'est fait pour toi et que tu es assez fort physiquement pour le bien faire. sûr. Tu peux augmenter et tu peux le baisser. Moi, c'était un jeu avec lequel je jouais à une époque assez tôt, là. C'était à Pantin. C'était l'époque où on, je vais faire vieux comme ça, c'était l'époque où on ouvrait par exemple des voies à la corde dans le Grand Dévers, tu vois. Dans le Gros Dévers de Pantin, pour ceux qui connaissent, on ouvrait à la corde là-dedans, quoi. Sans casque, rien du tout, c'était C'est n'importe vintage. quoi. En tongs, À en la clé ou à tongs. la choqueuse? Et À à la la clé, clé, quel kiff. à la, à la clé, bien sûr. Moi, quand les choqueuses sont Ah, arrivées, c'était un miracle, hein. j'étais quasiment c'était un miracle. Ah, c'est un miracle. Je me rappelle, ouais, on demandait on demandait à avoir des choqueuses et puis on me disait non, non, pas les budgets, machin et tout. Bon, en tout cas, à cette époque-là, du coup, on mettait pas forcément les cotations dans les voies dans le Gros Dévers. Les gens essayaient, puis après on donnait les cotes. Euh,
Et puis un jour, on s'est amusé à donner les cotes en avance, mais en disant, par exemple, on savait très bien que c'était une voie dans le 7, puis on me dit, bah tiens, c'est une voie dans le 6 à peu près, vas-y, va voir. Et puis dans une voie dans le 7, on me dit, tiens, c'est une voie dans le 8, tu vois. Mais nous, on avait été plusieurs à grimper dedans. Et on savait, par exemple, que c'était pas un 8A, que c'était plutôt un 7B+, 7C, quoi. Ah, les gars, ils se disent, c'est dans le 8. Ils se mettent le combat de leur vie, alors qu'ils rentrent des 8A, tu vois. Ils se mettent le combat de leur vie, tu vois. Ils se disent, ah non, mais ouais, c'est clairement dans le 8 et tout. Les gars, non, en fait, non, franchement, c'est 7B+. Non, jamais de la vie, c'est pas possible et tout. Et les gars qui faisaient la perf de leur vie, par exemple, parce qu'on leur avait dit que c'était dans le 6 et que en fait c'était carrément 7A+, et qui se mettent un fight pas possible et que ils arrivent en haut et on leur dit, mec, c'est cool, je pense que c'est 7A+. Il dit, ben non, tu m'as dit que c'était dans le 6. Et ils refusaient qu'on leur donne la cotation que nous, on avait pensé, vissé, coté, t'imagines? C'est-à-dire qu'en fait, la cotation crée une conception, une opinion, euh, une conviction même tellement forte que dans un sens ou dans l'autre, tu sais, on peut la remettre en question. Enfin, on a du mal. Bah d'ailleurs, nombre de grimpeurs en falaise, puis moi j'en ai fait partie, tu vois, sortir une voie et faire, c'était un peu facile, ça doit pas être la cote. Bah, c'est la cote, c'est le papier, quoi. Donc voilà, c'est comme quoi il y a une concept. D'abord, la cotation, c'est avant tout mental, avant d'être une histoire de règles, de plats, d'inclinaison. Ouais. Moi, du coup, je vois beaucoup ça en salle de bloc, où tu sais, en général, c'est soit des couleurs, soit des cotations, mais genre en mode B1, B2, B3. Enfin, c'est pas des cotations précises, parce que ça a plus vraiment de rapport Ouais, la salle à l'extérieur en bloc. Et du coup, tu vois beaucoup ouais. de gens, j'aurais essayé par exemple la cotation max rouge, et ils se disent jamais, là je vais faire noir parce que Mm. moi je suis dans le rouge. Et il y a des salles qui s'amusent de Ouais. temps en temps à pas mettre les cotations, et du coup tu laisses les gens aller dedans sans cotation, du coup ils vont essayer. Et en fait, tu vois qu'ils vont essayer des Mm. trucs beaucoup plus durs que leur niveau. Et en fait, c'est ultra intéressant parce que même s'ils réussissent pas, ils se poussent à essayer des trucs encore plus durs que leur niveau plutôt que se dire bon bah je vais rester dans ma cotation parce que je sais faire ça et au-dessus pour moi c'est trop dur. Donc je trouve ça Ouais. intéressant à quel point le système de cotation ça peut apporter des limites au mental des grimpeurs. Ouais. Il y a un Et truc, tu vois, les cotations couleurs, par exemple, elles ont enlevé un peu cette part d'incertitude de je vais voir, puis je suis un peu libéré de la cotation que lorsqu'il y avait des cotations bah, c'est pour étiquettes, ça que ça revient au goût du jour, je crois, hein. multicouleurs, étiquettes. Et moi, j'adorais ça, en fait, parce que ça disait, bon, je vais faire cette étiquette, je vais suivre ce stick, et puis, tu vois, tu prends, alors c'était moche, mais tu prends une prise rose, tu prends une prise noire, tu prends machin, et en fait, tu t'en fous de la couleur, et en fait, au définitif, tu vas te retrouver à faire des blocs potentiellement vachement plus durs que ce que tu Ouais. pensais, tu vois. Parce que clairement, hein, dans la salle, les grimpeurs de rouge, ils font du rouge, Ouais. quoi. De temps en temps, ils font un passage dans le noir. Bon, souvent, quand ils sont arrivés dans le rouge, c'est qu'ils ont quand même l'ambition d'aller voir plus loin, mais pour les petites couleurs, c'est Ouais, dommage. c'est clair. C'est C'est dommage. clair. Il y a plein qui restent au vert, quoi, pour ça, quoi. Donc c'est mental, quoi. Et donc dans les mental camps, on faisait disparaître un peu cette dimension, entraîner la tête, entraîner le corps, et on entraîne les deux ensemble, Ouais. quoi. Pour rendre la prépa mentale factuelle. Pour la sortir du conceptuel de, voilà, au niveau de ma confiance, c'est mieux. Ok, va te le prouver. Vas-y, montre. Enfin, te le prouver à toi, hein, mais ok, tiens, ouais, mais je pense que je vais réussir plus vite mon 400 mètres. Vas-y, top, t'as fait la technique mentale? Ok, clac, vas-y, chrono, c'est Mm. parti. Et on voit. Et comme ça, on se raconte pas de crack. Du coup, j'aimerais bien aussi m'intéresser un peu au sport de haut niveau. Et donc savoir avec un peu quel Mhm. grimpeur tu as pu travailler avec ces dernières années. Waouh. Alors, je vais pas pouvoir tous les donner parce que je suis soumis au secret Ouais. pro. Néanmoins, il y en a certains avec lesquels dont je peux parler. Parce qu'il n'y a pas de secret, par exemple avec les deux frangins Ouais. Duval, ça fait un moment qu'on bosse ensemble. Je crois que la première fois que je rencontre Arsène et Alistair, Arsène, bah, ça fait 9 ans, je pense. Alors c'est rigolo parce qu'il y a 9 ans, je leur ai dit exactement la même chose que ce que je t'ai dit là, c'est-à-dire moi mon job c'est d'être inutile Ouais. en fait, c'est que t'aies pas besoin de moi. Et donc il y a 9 ans, on s'est pas dit allez on part pour 9 ans ensemble. Régulièrement, tous les ans, parfois moins.
on se demande si on continue. Est-ce qu'on continue? Qu'est-ce qu'on s'apporte? Enfin voilà, je réponds à quel besoin, ou des trucs comme ça. D'ailleurs, il y a eu des fois où il a changé de prep mentaux. Ils ont changé de préparateur mentaux. Et c'est super, c'est le top. Mais globalement, ça fait 9 ans. Il y a Camille Pouget aussi. Euh, il y a eu Nina Artaud quand elle continue à faire de la compète. Avec Mika, on a un peu bossé pour les jeux ensemble. Euh, il y a eu quelques interventions qui avaient été initiées par Rémi Samin et la Fédé lorsque Rémi s'occupait fort d'Alban et de Manu Cornu. Donc voilà, c'est plus ça, c'est pour un peu ceux qui peut-être parleront de plus, mais il y a plein de jeunes grimpeurs avec lesquels je bosse là, où ils sont pas encore connus et peut-être qu'ils le seront Ok. bientôt. Ouais. Et Mais tu vois, il y en a quelques-uns au pôle de Toulouse, quelques-uns au 8 Assure là sur Paris. Euh, et puis ouais, non, dans l'escalade, ça fait un petit moment effectivement que je tourne là. du coup, est-ce qu'il y a une expérience qui t'a particulièrement marqué avec un ou une grimpeuse parmi ceux que tu as cités? Ouais, Je ouais. t'écoute. Enfin, il y en a plusieurs parce qu'en fait chaque grimpeur grimpeuse, oui c'est un grimpeur, c'est une grimpeuse, ok, mais c'est avant tout et surtout une personne, un humain, tu vois. Nous on voit le grimpeur, on voit la perte, mais tout ce qu'on voit pas, c'est les doutes, c'est les incertitudes, c'est comment gérer les à côté, la fac et en même temps l'entraînement pour pouvoir perfer à Cham ou à Brie par exemple sur les coupes du monde. Et en fait du coup moi c'est tout ça que je vois aussi. Et donc, dans ce sens, c'est tous à leur mesure, à leur niveau, ils ont tous cette particularité d'être des aventures extraordinaires, des aventuriers extraordinaires. Maintenant, oui, j'ai été touché, par exemple, euh, par des moments. Une seule, t'es sûr que t'en Ah, veux si qu'une t'en as seule? deux Parce ou que c'est trois, pas c'est bien, facile, hein. hein. Non, mais parce qu'après j'en ai des chouettes, j'en ai des moins chouettes. Tu vois, par exemple, pendant le confinement, au niveau mental, on n'était pas tout seul, mais bah, il y a eu accompagné un peu le deuil autour de Mm. Luce, tu vois. Et ça, c'était une expérience. Bah, on est très loin de la perf, mais en même temps, ça entache, tu vois. Ça touche directement le mental. Alors bien sûr, il y a des psychologues, il y a des entraîneurs et tout. On est tout un mais tu vois, il y avait ça. Maintenant, sur le plan plus physique, sportif, oui, il y a l'an dernier, l'année de... Enfin non, il y a 1 an et demi maintenant, c'était, pour les auditeurs qui écouteront ça plus tard, il faut que je donne une date, l'été 2022. L'été 2022, voilà, le parcours d'Arsène post-blessure qui revient, qui s'entraîne en peu de temps et avec Mike Fuselier on, et, euh, et Mathieu du pôle de Voiron, on joue en bloc ultra serré, à se faire des checks toutes les semaines pour faire en sorte qu'Arsène perf quand même sur Cham et Brie, mais il a 1 mois. Et en 1 mois, parce qu'il a pas pu grimper, il s'est retrouvé avec une blessure qui a traîné. Il a mal et il s'entraîne et on flirte avec la ligne parce que c'est son projet à lui. Euh, et là, Arsène fait 2 demi-finales, top, et finit, et voilà, fait 15 mondiales sur cette saison. Ça a été épique. Ça a été épique. Moment incroyable, Ouais. tu vois. Euh, ouais, ça c'était vraiment fou. Après, il y a eu euh, le 9A de Matteo Marobin qui sort son 9A et qui bosse, parce que même s'ils sont compétiteurs, pour certains sont falaisistes, et à côté, pour un peu dégager de la pression par rapport à la compète, c'est intéressant d'aller de sortir. Matteo Marobin qui s'entraîne à Toulouse décide voilà, on en parle et tout, et puis dans son projet, il décide de mettre un peu de falaise extérieure et de se mettre une first ascent d'un 9A vers chez lui, quoi.
Et là, voilà, là, génial. On est loin de la compète. Ils s'entraînent. Des fois, c'est dur. Des fois, ils doutent et tout machin. Puis en fait, derrière, ça fait, ben, c'est magique, quoi. C'est magique. Euh, 2023, il y a la chauve-souris de Camille là, sur la Coupe du Monde de Briançon, où elle repart, elle se fait le genou. Moi, à l'époque, à ce moment-là, je suis au Québec en train de donner cours, parce que moi, je regarde les compètes de tous les athlètes que je suis, en tout cas à partir d'un certain niveau, et, euh, et là, je la vois se mettre en boîte, après c'est le genou, et puis et là, tu te dis, ah, donc, tu vois, il y a des hauts, il y a des bas, donc ça fait plein de petites histoires, mais à chaque fois, c'est ou du dépassement ou alors une blessure où tu te dis bon bah là va falloir repartir, va falloir du courage, va falloir du mental justement pour rebondir. Donc euh, donc voilà ouais. Et je me rappelle tu vois et je me rappelle aussi je me rappelle de chaque premier entretien avec chaque athlète. Mais je me rappellerai toujours de la première fois par exemple où ils formalisent un projet, tu vois, fort, en disant ben voilà, Jonathan, moi un jour, je veux être champion du monde. On sait pas si tu le seras ou pas, mais par contre, quand c'est dit et que là, ça met la chair de poule en disant, ok, toi, en fait, toi, t'es convaincu. Voilà, à chaque fois, ça c'est un moment magique, quoi. Ouais. Et du coup, selon toi, c'est quoi la part du mental dans la performance d'un ou d'une athlète? On peut définir performance. Est-ce que c'est de la haute performance, par exemple, en compétition, ou c'est ou une perf en falaise, après travail. Hmm, Est-ce que c'est tous les athlètes? Est-ce que c'est que les grimpeurs? Tu veux que les qu'on grimpeurs. Ouais. que les grimpeurs? Quand je parlais d'athlète, je pensais plus à la compétition du coup. D'accord. Parce que effectivement, en compète, parce il y a plein d'éléments extérieurs supplémentaires. Il y a la pression, il y a l'environnement en fait qui te rappelle que c'est unique. Ce que t'as pas en Ouais. falaise, par exemple sur un après-travail où t'as 50 runs, pas de problème. Enfin, t'auras que ton regard à toi sur toi-même, qui est pas facile à gérer quand même des fois. Euh, mais en compète, le jour de la compète, le mental, il est assez Ouais, déterminant. c'est pour ça, parce que, ouais, Euh, on avait dit que Rémi Samin, c'est que quand t'es en extérieur, c'est pas grave, t'as 100 000 essais. Donc, si tu réussis pas là, ouais, normalement, à part si t'as des choses qui arrivent dans ta vie, tu pourras réessayer l'été ouais, prochain ou quoi. Alors qu'en compétition, c'est comme Mika au championnat du monde. Mika au championnat du monde, il a un jour, ouais, il est en finale. Et s'il veut gagner, il faut qu'il gagne maintenant. ouais, Il n'y aura pas bien 30, sûr. 30 essais pour devenir champion du monde. Donc, c'est ça que je trouve ouf en Ouais, ouais, compétition. non, non, c'est maintenant. Et c'est là-dedans que ça m'intéresse de savoir ça peut être quoi la part du mental de la performance d'un athlète. Ben, là, c'est déterminant. Alors, il y a une stat qu'on entend souvent en fac de sport, puis qu'on trouve sur les réseaux, et c'est marrant parce qu'on cite jamais l'auteur. Puis moi, je l'ai cherché, puis je trouve plusieurs auteurs. Quand je trouve plusieurs auteurs, je me dis, c'est bizarre. Mais qui dit, en gros, 80% de la perf, le jour de la compétition, Ouais. c'est mental. Faut faire gaffe avec les pourcentages et les citations non nommées. Mais par contre, c'est vrai que c'est déterminant. En fait, il a fallu du mental avant, tu vois, pour pouvoir s'entraîner pour être compétiteur. Par exemple, Mika, pour les championnats du monde, il a fallu qu'il s'entraîne toute sa vie. Donc, du mental, c'est pas le jour des championnats du monde qu'il en C'est a toute eu. sa vie. Il a eu toute sa vie de la discipline, tu vois, de la rigueur, tu vois. Et puis il le dit très très bien en plus, Mika, tu vois. Il dit que lui, il fait des burn-out toutes les semaines, puis il remonte, puis il revient. Ouais. Enfin, donc là, il y a le mental sur l'aspect entraînement, qui est fondamental. Mais sur l'aspect compétition, en fait, sur la haute perf, ouais, c'est hyper balèze. Ben, par exemple, c'est hyper balèze parce que tu vois la différence entre ceux qui veulent gagner et ceux qui veulent réussir. Et ça n'a rien à voir. Parce que ceux qui veulent gagner, tous les grimpeurs veulent gagner. Mais tous ne veulent pas forcément réussir. En tout cas, pas pour les mêmes raisons. Euh, tous les grimpeurs veulent sortir la voie. Et veulent sortir le bloc et sortir le bout et marcher sur le circuit. Donc c'est pas là que ça se fait la diff.
c'est sur ceux qui ont envie de réussir quelque chose d'un peu plus grand que ça. Et rares sont ceux qui ont fait cette distinction entre gagner et réussir. Tu peux réussir le projet de ta vie en étant deuxième, alors que t'as pas gagné. Et celui qui est en train de réussir son projet, de réussir quelque chose, à se prouver quelque chose, à montrer quelque chose, à défendre une valeur, en tout cas il a mis du sens, lui il s'en fout de gagner. Gagner n'est qu'un moment ponctuel par lequel il va passer. Ben celui-là, il est très dangereux. Et donc, effectivement, ça va jouer sur ces détails. Tu vois, ça va jouer aussi sur des détails, sur est-ce que je vais être capable d'être poussé par le public, ou est-ce que je vais être plutôt me faire bouffer par le public. Parce qu'on peut voir des athlètes qui sont capables de se transcender, comme Manu Cornu, qui arrive sur une compétition, qui sort Bien un sûr. mental de tu sais pas d'où, et qui prend son niveau et qui l'élève à fond. Il y a quelques athlètes comme ça où ouais, la différence entre l'entraînement et la compétition peut être complètement folle. Ah bah ouais. Bah, de toute façon, dès qu'il y a un gros décalage entre entraînement et compétition, dans le niveau, il faut regarder la différence de contexte et se dire bah tiens, à l'entraînement, dans le contexte, les copains sont des partenaires d'entraînement. À l'entraînement, ça devient des adversaires. Peut-être que ça baisse mon niveau parce que j'ai du mal à être, par exemple, avec des adversaires, mais je suis plus avec des partenaires. Enfin, et donc ça veut dire que, par exemple, dans la tête du grimpeur, il y a cette dimension d'adversaire et de partenaire qui n'est peut-être pas tout à fait dans la logique interne de notre activité, puisque le seul adversaire, c'est les prises et le mur, en fait. À la rigueur, c'est l'ouvreur, mais on n'est pas dans un sport d'opposition comme en judo ou en kickboxing où il faut mettre un knockout à celui qui est en Ouais. face. Si tu donnes tout, en général, t'as gagné. Il y a peu de chances de faire deuxième, quoi. Oui, c'est ça. Mm. Ouais. Donc, ça montre les endroits où peut-être il y a des trucs à bosser. Ouais, mais le public, ça me pousse. Cool. Regarde l'autre. T'en as besoin. Parfait. Ah, le public, moi, quand ça dit mon nom, ça me tétanise. Ou quand il faut attendre, la notion d'attente, le fait d'être appelé, de ne pas aller grimper comme moi je veux. Enfin, tu vois, ça montre les endroits où il y aurait peut-être à bosser. Évidemment, dans l'idéal, on aimerait avoir plus ou moins le niveau qu'on a à l'entraînement, s'il est bien élevé. On aimerait avoir le même en compète et on va essayer de s'en rapprocher, quoi. Maintenant, il y en a effectivement, tu vois, qui ont un niveau à l'entraînement, ils sont pas ouf. Et ils se transcendent tellement en compète, c'est fou, quoi. Donc ouais, et puis tu vois, c'est pas le même sport. C'est pas le même sport, la compétition, t'as l'isolement à un moment donné, donc t'as la guerre de l'intox mentale, tu vois. C'était drôle l'isolement. La Euh, compète, c'était quand même drôle, hein. On bah était le ouais. plus fort sur un Ouais, mouvement. moi j'en ai fait quelques-unes. Mais tu vois, t'en as toujours un qui va faire l'intox de la traction un bras. Tu vois, il y a celui surtout, il s'échauffe pas jusqu'au moment où tu vois, tu te dis, bah attends, il s'échauffe pas, pourquoi il s'échauffe pas et tout. Puis en fait, il est complètement à la ramasse. Enfin, c'est, et puis t'en as qui changent leur paire de chaussons dans tous les sens à la dernière minute. Et ils sont convaincus qu'il y a une stratégie derrière, mais en fait, c'est juste de la panique. Enfin, bref, il y a l'isolement. T'as pas ça quand t'es en falaise et t'as pas ça quand t'es à l'entraînement. Donc ça, c'est tout un truc. Si tu t'es pas préparé un peu dans ta tête, ça peut te Mm. bouffer. Il y en a qui perdent leur compète à Ah, mais l'isolement. l'isolement, c'est quand même violent, hein. Mentalement, faut suivre, hein. Faut suivre. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, Parce c'est que hyper t'as dur. des grimpeurs, l'isolement, ils sont capables de faire des 9A flash, et quand t'arrives sur les murs, ils sont plus capables de ça du tout. Donc faut pas du tout se fier. Ah ouais. Ouais. Ouais, et puis en plus de ça, dans un environnement complètement stressant, parce que le stress des autres peut quand même te Ouais. toucher, hein. Même si t'es pas stressé, tu peux te faire bouffer par le stress des autres. Si t'es en plus stressé, ça va juste faire monter la mayonnaise, quoi. Euh, on prend d'un seul coup, le risque c'est de prendre pour vérité juste des sensations. C'est-à-dire par exemple, tu vois, ah j'ai pas les bonnes sensations, tu vois, mais t'as serré 3 prises. Tu t'es à peine échauffé, t'as pas les bonnes sensations, t'as pas les mêmes sensations qu'à l'entraînement. Ouais, c'est un peu normal, en fait. Là vous êtes 40 et il y a un public de l'autre côté. C'est normal que t'aies pas les mêmes sensations. C'est
Par contre, ça serait bien que tu fasses avec, tu vois. Donc ouais, non, hyper important. Puis peut-être qu'on parlera des jeux, mais tu vois, euh, l'endroit où se passe la compète aussi, tu vois, une compète comme on le voit pour nos Français, tu vois, à Cham, à Brie, ça brille pas de la même façon que sur les autres épreuves, quoi, parce que le public vient aussi pousser, parce qu'il y a un truc à défendre, tu vois. Ouais. Et du coup, je me demandais où elle en est la préparation mentale aujourd'hui dans le monde de l'escalade. Est-ce que ça commence à être bien ancré? Ça, Est-ce que c'est pas assez présent? ça commence à être, c'est sûr que j'aurais tendance à dire ça commence à être bien ancré, parce qu'en fait, tu vois, on échange beaucoup avec les différents entraîneurs et tout autour. Euh, Maintenant, si je regarde les alors l'escalade est justement un des sports où, quand je disais, si je prends les petites catégories, c'est un des sports où je vois le plus de jeunes. C'est-à-dire, en gros, je te prends un exemple de ma semaine. J'ai eu un appel, tu vois, pour un grimpeur de 11 ans Ok. qui est prometteur et cool, tu vois. Et puis regarde, il y a 10 ans, Arsène, il y a 9 ans, Arsène, il avait 13 ou ouais, 13 ans, je crois. Donc c'est pas nouveau ce truc de ok, très tôt il y a un truc mental. Euh, Là où cette semaine euh, une combattante de l'équipe de France de Jiu-Jitsu Fighting préparant les Europes puis les mondes, je crois qu'elle a 32 ans, première fois qu'elle fait de la prépa Ok. mentale. Donc tu vois, il y a des sports où on y vient très tard, quand on a fait tous les petits réglages techniques, et il y a des sports où on y vient très tôt. Et je pense que l'escalade nous amène, de par sa logique interne, de par son fonctionnement, de par la nature de la discipline, à questionner le mental assez tôt. Parce qu'il y a la hauteur, parce qu'il y a le nombre d'essais, tu Ouais. vois. Donc ouais, non, ça, c'est encore tôt. C'est pas assez, à mon sens, tu vois. Euh, mais, euh, mais c'est mieux. Ouais. Est-ce que du coup, tu vois un peu des différences avec d'autres sports dans lesquels tu pratiques aussi la préparation mentale? Là, tu parlais de jiu-jitsu. Est-ce que il y a des sports où comme ça, c'est genre vraiment ultra ancré Ouais. Alors, il y a des sports où c'est ultra ancré. Euh, bon, l'escalade en fait partie Ok. pour moi. Tout simplement parce qu'en fait, on a ce moment qui est fabuleux, qui est même nommé dans notre sport, qui est le moment de la lecture. Donc, à partir du moment où on lit la voix et qu'il y a ce phénomène de se projeter dans la voix, dans l'action qui n'est pas encore réalisée, mais qui est anticipée, et que dans d'autres termes, on est en train de faire de l'imagerie mentale, on le veuille ou non, souvent pas forcément bien, mais c'est là où il faut quelques paramètres supplémentaires, tu vois, un peu être aiguillé. Mais c'est rare, tu vois, que tu aies ce moment-là, un moment attribué finalement à la prépa mentale. Euh, mais tu l'as dans l'équitation, par exemple. L'équitation, il y a ce repérage où les cavaliers vont repérer le nombre de sauts, puis après ils vont se le répéter et tout, et puis ils vont s'imaginer si le cheval fait ci, comment moi je réagis, s'il est la jambe avant, pas celle que j'avais anticipée. Bref, il y a ce moment d'anticipation là. Dans les sports automobiles, il y a de la prépa mentale, tu vois, où c'est bien installé aussi. Euh, je te cite quelques sports où moi je suis intervenu. Hein, euh, la, dans la danse également, qui est un sport, hein, pour moi, la danse, le cirque aussi, sont des sports. Donc là, il y a de la prépa mentale, il y a de la prépa mentale dans le ski, qui est bien installé aussi, juste parce que on a eu Jean-Claude Killy qui, dans les années, fin des années 70, faisait ses descentes mentalement. Alors lui, c'était plutôt de la sophro qu'il faisait, mais en gros, il faisait de l'imagerie mentale, et il faisait sa descente mentalement, il donnait un chrono, il faisait la descente, il faisait quasiment le même chrono, quoi. Des fois, assez souvent, le même chrono que celui qu'il avait fait Ok. mentalement. Donc ça, c'est des sports où c'est quand même bien installé. Mais il y a des sports où c'est beaucoup plus tardif. Les sports de combat, parce que tu vois, il y a une dimension dans les sports de combat, en fait, pas les arts martiaux, qui ont une dimension mentale, parfois même spirituelle, mais
à partir du moment où les arts martiaux deviennent sport de combat, par exemple le judo, la boxe, il y a une dimension mentale qui arrive plus tardivement, parce que peut-être il y a une dimension du guerrier. Donc bosser son mental, c'est que tu as un problème. Il y a une dimension aussi, tape plus fort en fait. Si tu as des doutes, tape plus fort. Si tu as peur, faut pas que tu aies peur, tu vois. Il y a une culture un peu Ouais. Rocky, Ah, quoi. je trouve ça fou parce que pour moi, c'est vraiment l'un des sports où genre, c'est le plus important. Parce que si mentalement t'es pas bon, tu vas te faire démarrer par la personne en face. Ah ouais, clairement. Et puis en plus, tu vas dans un endroit où, normalement, tout en toi voudrait ne pas Ouais. être là. Genre, t'es en face d'un type qui est entraîné, qui est échauffé, et qui est là pour te fracasser. Donc, normalement, situation Ouais. à éviter. Parce que moi, j'imagine l'UFC où c'est vraiment le paroxysme du sport de combat, où t'as quasiment le droit à tout, MMA. Et par exemple, Ouais. t'es face à un Conor McGregor ou un combattant comme ça, où mentalement, il va juste essayer de te détruire. Et s'il a réussi à te détruire avant le Hmm. combat, tu sais que pendant le combat, ça va durer 15 secondes parce que mentalement, il aura le dessus sur toi. Donc je trouve ça fou Ouais. que genre tu te prépares pas. Ouais. Mais comme tu le disais, peut-être que c'est tellement un sport où mentalement tu te dis, bah c'était pas vraiment mentalement, en fait t'es pas fait pour ce sport. Donc peut-être que tu te Hmm. convaincs qu'il t'en faut pas. Hmm. Après, t'as ne pas faire de préparation mentale avec quelqu'un, Hmm. un tiers, mais il y a faire de la préparation mentale quand même. C'est-à-dire que tu peux faire de la prépa mentale tout seul. À partir du moment où tu fais du trash talk en disant lui, je vais le défoncer, machin, t'es mort, ça évoquera peut-être une situation. Bon, ben, il est en train de faire de la préparation mentale pour lui et de la destruction Ah, parce mentale qu'il est en pour train de se l'autre. convaincre qu'il va le détruire et il est en train de convaincre l'autre qu'il va se Ouais, faire détruire. bien sûr. Si on ramène ça à la grimpe, tu vois, c'est falaise, tu vois, tu sors de ton run, t'as calé ta voix, tu vois, et tu dis demain, c'est pour moi, je la Ouais. torche. Le lendemain, il pleut. Hop, t'es sauvé. Ouais. mais, mais tu vois, c'est un peu Ouais. la même chose. Sauf que il n'y a pas la falaise qui va se mettre à trembler en Ouais. face de toi et qui va dire, ouh là là, j'ai trop peur. Non, t'es quand même face à toi-même. Donc c'est en fait, c'est un rouage c'est un rouage. Mais tu vois, c'est-à-dire en gros, ce que j'essaie de dire, c'est que tu peux, t'as des sports où il n'y a pas forcément la dimension de faire appel à un préparateur mental professionnel, mais t'as quand même une dimension mentale parce que il y a l'encouragement, euh, parce qu'il y a de la visualisation qui est dedans, parce que dans tous les sports de précision, tu peux pas faire du tir à l'arc si tu fais pas de la prépa, enfin tu vois, si tu utilises pas ta Hmm. tête quoi, en gros. La question est de savoir si tu l'utilises bien. Hmm. Le problème étant qu'on nous a pas donné un mode d'emploi pour utiliser correctement notre tête. Je dis pas que j'ai le mode d'emploi, mais par contre j'ai les paramètres pour déchiffrer un mode d'emploi qui sera un peu individuel pour chacun. Tu vois. Peut-être que du coup l'entraîneur fait aussi un peu un rôle de préparateur mental, peut-être même sans le vouloir, hein. Peut-être qu'il a déjà Ah un oui, rôle de base. complètement. Ouais, complètement. Moi, je tendance à dire, il y a 5 cercles. Faut imaginer une cercle comme des cibles. Le centre, c'est l'athlète. Qu'importe son niveau, encore une fois, amateur, ton premier préparateur mental, c'est toi. Puis ensuite, dans le deuxième cercle, t'as les amis et la famille. Puis le troisième, t'as l'entraîneur. Euh, et des fois, ce troisième cercle peut se rapprocher du deuxième, voire inverser les rôles. Si tu passes plus de temps avec ton entraîneur, que tu écoutes plus ton entraîneur que Hmm. tes amis, que ta famille et tout, ça peut s'inverser. Le quatrième cercle, c'est le préparateur mental. Et le cinquième, eh ben, c'est tous les autres. C'est les médias, c'est les spectateurs. En gros, c'est ces 5 cercles-là qui peuvent avoir une influence sur l'athlète. Tout le job, par exemple moi de ma profession, quand tu es dans le quatrième cercle, c'est de piloter de loin, en tout cas d'accompagner de loin, de regarder, faire en sorte que les cercles principaux, ceux qui sont les plus proches, et notamment l'athlète lui directement, fonctionnent de façon Ouais. optimisée, quoi. Et donc ça veut dire des fois être plus ou moins hermétique aux uns et aux autres, et notamment au cinquième cercle.
tu vois, les supporters, tu vois, les supporters, les journalistes. Et comme aujourd'hui tout le monde est journaliste sportif via les réseaux sociaux, et que il y a, tu vois, en Coupe du Monde, qui est-ce qui disait ça? Je crois que c'était Deschamps qui disait qu'en France, t'as 68 millions de journalistes sportifs pendant la Coupe du Monde, quoi. Ouais. Bon. Du coup, il faut savoir se soustraire de ce cercle-là, en tout cas l'utiliser à bon escient, mais il faut aussi savoir se soustraire, tu vois, du cercle de le deuxième cercle, la famille, où on dit bah tiens, voilà, ça va être vachement dur ce que tu essaies Ouais. de faire, tu devrais pas faire ça, tu devrais faire des études, tu devrais faire ceci et tout, qui part de bonnes intentions, hein, très souvent, hein, attention, mais ouais, il faut savoir jouer avec ça Ouais. aussi. Et du coup, je me demandais, t'en parlais un petit peu avant, à quel moment on a besoin d'un préparateur mental selon toi? Est-ce qu'il faut obligatoirement être un sportif de haut niveau ou même un grimpeur amateur peut se dire là je le sens pas, il me faut un préparateur mental pour travailler sur telle chose ou telle chose. Euh, Ma réponse a beaucoup changé, tu vois, en plus de 10 ans, euh, et en particulier par rapport à l'escalade. Je pense qu'en fait, il faut s'intéresser à la préparation mentale. Bon, je vais te faire la réponse complète. Le, faut s'intéresser à la préparation mentale pour pouvoir ne pas avoir à en faire. C'est-à-dire que le terme préparation mentale, il m'embête un peu. Je préférerais qu'on parle d'entraînement mental. Donc il faudrait par exemple commencer assez tôt à avoir quelques notions pour pouvoir s'entraîner mentalement, sans forcément préparateur mental à côté. Euh, donc ça c'est la première chose. Donc avoir quelques outils de visualisation, de respiration, de relaxation, d'activation, tu vois, de gestion des émotions pour plus mettre une séance entière d'escalade tu vois, à la poubelle parce que j'ai pas réussi le bloc à vue et tout, par exemple. Tu vois. Et ça, on est tous concernés, amateurs comme pros. Euh, Néanmoins, une fois qu'on a ces outils, c'est intéressant de se les approprier. C'est-à-dire que ne pas donner à quelqu'un d'autre, par exemple un prep mental, le, le crédit ou le pouvoir qu'on n'aura jamais, surtout pas, enfin ce serait pas éthique, pas déontologique, tu vois, de pouvoir te faire progresser. En fait, non. Je pense aujourd'hui, moi, qu'une grande partie de mon travail, c'est pas d'amener des outils pour que l'autre progresse, c'est d'amener des outils pour élaguer ce qui l'empêche de progresser naturellement. Ok. Et s'il y a des petits trucs à élaguer, par exemple, j'ai du mal à passer dans mon bloc rouge pour un amateur parce que je me dis que c'est pas fait pour moi et tout. Ouais, peut-être bosse un petit peu, tu vois, avec quelqu'un, et ensuite va jouer. Le souci aujourd'hui, c'est que on est dans une situation où on a des coachs à tout va. Et on prend des préparateurs mentaux, des préparateurs physiques, des préparateurs machin, des préparateurs trucs. Et j'en parlais cette semaine là avec Nina Capresse parce qu'on prépare un séminaire qu'on fait ensemble en Suisse là bientôt. Euh, Il y a quand même un truc dans l'escalade où il faut grimper quoi. C'est-à-dire c'est bon, t'arrives dans ta salle, tu fais pas du noir en 3 mois, c'est pas grave. Il y a plein de générations, il aura fallu grimper 10 ans. T'as peur quand tu grimpes en tête, ouais, fais ça pendant 10 ans, t'auras plus peur, tu vois. Il y a un côté un peu, c'est bon, on va pas se faire coacher sur tout non plus. À un moment donné, faut Ouais. bosser quoi, faut grimper, faut grimper. Alors moi, c'est parce que je me considère déjà un peu dans cette génération à l'ancienne. Hein. Moi, j'ai grimpé avec Escoffier, euh, j'ai bu des cafés avec Edlinger. Enfin, tu vois, j'ai grimpé dans le Verdon avec encore quelques collants et tout, tu vois. Euh, donc, mais il y a ce truc de bah grimpe quoi, grimpe. Donc, donc là, effectivement, parce que le problème, c'est que sinon, à chaque difficulté, tu vas faire quoi? On va se retrouver à faire appel à un tel, à un tel, à un tel. Non, regarde ce qu'il y a besoin d'élaguer. Ah ben, j'ai trop de pensées. Va chercher des outils, va grimper, applique-les. Maintenant, pour le haut niveau, c'est différent. Parce que le haut niveau, il y a un projet qui est situé, tu vois, qui est temporel. C'est genre, ok, voilà, il faut être fort
plus ou moins vers le 14 juillet à Chamonix. Ok. Bon. Avant ça, il va falloir être fort à l'entraînement, il va falloir être résistant, il va falloir être motivé, il va falloir gérer cette blessure, il va falloir prendre des décisions, il va falloir savoir communiquer avec ton entraîneur, enfin bref, il va falloir faire plein de trucs. Il y a plein de pièges et du coup là c'est un peu plus intéressant de vérifier que tout va bien. En tout cas que là encore on cherche à élaguer les problèmes. Et donc là ça vaut le coup d'avoir un espèce de suivi mais genre très temporel quoi. Genre, bon bah là pendant 6 mois je me mets dans le projet et puis il y a quelqu'un qui me questionne sur ce qui se passe dans ma tête et sur ce qui pourrait ne pas se passer correctement. Le meilleur préparateur mental qu'on peut avoir, c'est vraiment, de toute façon, c'est soi-même en se disant, en se questionnant sur ce qu'on veut faire. Est-ce que je veux devenir le meilleur du monde ou est-ce que je veux sortir cette voie-là aujourd'hui? Est-ce que je veux aller en haut de la voie ou est-ce que je veux aller le plus de prises possible? Tu vois? Et déjà ça, c'est des petits trucs qui vont faire la différence. Et ça, l'amateur, le pro n'ont pas forcément besoin d'un préparateur mental, tu vois. Moi, j'adorerais, c'est pour ça que j'ai écrit 2 bouquins là-dessus, j'adorerais vraiment que chacun se rende compte que le premier préparateur mental, c'est lui. Ouais. Et je me demandais, c'était quoi la part de la peur de la préparation mentale? Et comment tu l'as définie, cette peur? Waouh! Alors, c'est central Ouais. la peur. C'est central. D'abord parce qu'on s'est construit là-dessus, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques théories évolutionnistes qui considèrent qu'on est en gros l'espèce qui a pu devenir au sommet de la chaîne alimentaire parce qu'on a eu bien peur. Et on s'est dit, j'ai quand même vachement peur du gros mammouth. Donc je trouve un moyen pour le tuer, le mammouth. Je vais plutôt y aller avec des potes et prendre un silex et puis y aller avec mon bâton, l'accrocher au bout de mon bâton, puis je vais me jeter sur le mammouth, mais j'ai très peur quand même de le faire. Du coup, on va le faire courir avant. Enfin, tu vois, la peur nous a fait, tu vois, prendre de certaines décisions, tu vois. La peur, elle est fondamentale parce qu'en fait, c'est une émotion, notamment en escalade, qui revient tout le temps. La peur de la chute. Alors après, ça peut être la peur de la chute, ça peut être la peur de la blessure en dièdre, ça vient souvent, tu vois, en dièdre ou en dalle. Après, ça peut être la peur de décevoir, la peur de réussir. La peur de réussir elle existe énormément parce qu'en fait, à partir du moment où tu réussis, tu n'es plus chasseur, tu deviens chassé. Une fois que tu as réussi, tu dois recommencer. En tout cas, c'est des fois ce qu'on se dit. T'as pas le droit de faire moins bien. Ouais. Enfin bref. Et puis bien sûr, il y a la peur d'échouer aussi. Donc maintenant, il y a plusieurs formes de peur. Tu vois, t'as la peur vraiment basée par, tu vois, qui sollicite l'amygdale, qui est la peur un peu vraiment physiologique, quoi. C'est genre, j'ai 10 points, j'ai 10 mètres entre mon dernier coinceur et moi. J'ai peur. Tu vois. Et puis le coinceur d'en dessous, je suis pas certain de l'avoir bien mis. Ouais, j'ai peur. Ok, cool. Ça, c'est la peur physiologique. Après, t'as la peur sociale. Et du coup, la peur sociale, qui est qu'est-ce que Ouais, vont le penser regard des les autres, hein. autres, toutes celles que j'ai un peu énumérées, le regard des autres, euh, le jugement, la critique. D'autant plus que, en plus, ça vraiment, c'est une peur qui va, à mon avis, grandir de plus en plus. Par exemple, pour les jeux, les jeux Paris 2024, là, on va se retrouver avec des peurs sociales qui sont plus ou moins bien préparées. Parce qu'en fait, les athlètes, on va leur demander quoi? On va pas leur demander comment ils vont être prêts, est-ce qu'ils sont prêts à grimper? Non, on va leur demander comment ils se sentent, est-ce qu'ils n'ont pas trop la pression? C'est les jeux à la maison. En fait, on va leur demamer, tu vois, on va leur poser que des questions sur leurs Ouais. émotions et leur état d'esprit. En gros, que des questions sur leur mental. Tu demandes pas à un athlète au jeu, est-ce que tu es prêt physiquement? Bah oui. Est-ce que tu es prêt mentalement? Ah,
Donc ça, c'est de la peur sociale, tu vois, qui va venir Surtout que les ici. réseaux sociaux et tout, Euh, les réseaux sociaux, la télé, etc., la peur, elle est encore ouais, amplifiée ces dernières années. ouais. Et après, t'as la peur très contextuelle, genre j'ai euh, j'ai peur dans ce contexte-là, tu vois, de faire comme la dernière compétition, c'est-à-dire euh, de zipper au premier pied, par exemple. Ça, c'est de la peur contextuelle. Donc il y a la peur sociale, la peur vraiment physiologique et la peur contextuelle. Du coup, il faut distinguer ces trois peurs-là. Euh, j'ai peur de me faire mal dans un diète, parce que ça m'est déjà arrivé ou parce que j'ai vu un copain ou une copine à qui c'est arrivé. C'est contextuel. Du coup, ça, il faut la démonter pour pouvoir, parce que c'est pas parce que dans un contexte ça s'est passé que dans tous les Ça va autres se passer. contextes ça doit se passer. Le souci, c'est que notre cerveau a tendance à généraliser. Et on le voit, un débutant, il dit, je suis pas fort en dalle. Pourquoi? Parce que j'ai pas réussi cette dalle là-bas. D'accord. Mais t'as essayé celle-ci? Non. Mais du coup, comme je suis pas fort en dalle, j'y vais pas. Ou alors, euh, ils font une compète. La compète, c'est pas fait pour moi. Ben ouais, mais si tu l'as fait qu'une seule fois, c'est compliqué. Ou tu vois. Bref, le cerveau, il Ouais. généralise, tu vois. Euh, Plus bel exemple, c'est ceux qui font, tu sais, dans leur voie des chauves sur une nouvelle falaise. Leur voie des chauves se passe pas exactement comme ils veulent, puis ils se disent cette falaise-là est naze. Moi, je vois aussi beaucoup ça en coordination d'escalade. Parce que du coup, moi, je suis plus nouvelle école et tout. Voilà, ouais. Et une coordination, ils en font une. Ouais, En sachant que la coordination, ça peut être ultra large. ouais, Donc, ça peut jouer sur les pieds, les ouais, bras, ça ouais, peut ouais. être deux mouvements, trois mouvements, gérer un bras et une jambe Hmm, en même temps. Et ils en font une, ils font ouais, j'ai pas réussi. Oh, du coup, la coordination, c'est pas fait pour moi, j'essaye pas. Et ouais, ils se exact. convainquent mentalement que c'est impossible parce qu'il y a Ouais, une ou deux coordinations qui marchaient pas pour cette personne, quoi. c'est ça. Mais là, c'est très Ouais. contextuel. Donc ça, il faut démonter cette espèce de fonctionnement du cerveau, de créer des raccourcis. Après, la peur, vraiment, tu sais, physiologique, celle-là aussi, faut regarder comment elle fonctionne. Prenons la peur de la chute. La peur de la chute, elle existe. Je vais être un peu provoque. Elle n'existe pas. Il n'y a aucun grimpeur qui a peur de la chute. Ils n'ont pas peur de la chute. Ils ont peur des conséquences de la chute. Mais ils ont peur. Et ces conséquences, ça va être la conséquence physiologique, c'est-à-dire la sensation de ouah, l'estomac qui remonte, être aspiré. D'autres vont trouver ça très cool et d'autres pas du tout. Mais c'est pas la chute, c'est la conséquence. Ou alors ils vont avoir peur de la conséquence de se faire mal. J'ai peur de la chute en escalade, mais en fait ce dont j'ai réellement peur, c'est de m'éclater contre la paroi et d'avoir la cheville qui vient remplacer ma rotule. C'est normal. Moi aussi ça me ferait peur si j'avais ce scénario-là dans la tête. Sauf que notre cerveau a tendance à imaginer des scénarios catastrophes qui pourtant ne verront jamais le jour. Euh, donc, à partir du moment où on a des scénarios qui nous arrivent dans notre tête, il faut arriver à maîtriser notre tête pour pas que ces scénarios nous maîtrisent. Et donc, voir sur quoi se base notre peur physiologique. Est-ce que c'est sur un scénario qui est complètement aberrant, genre non mais là je me vois glisser. Il y a une vidéo sur Instagram que je vois qui est de temps en temps passée et qui me fait vachement rire. C'est la différence entre la sensation que moi j'ai quand je tombe et la sensation et vraiment ce que ça donne de l'extérieur. Et tu vois le type qui part en arrière, les bras qui moulinent. Et en fait, il est tombé de 20 Ouais. centimètres quoi. Et voilà. Mais ce scénario de je vais m'éclater, ce scénario-là, quand il se déclenche avant même, tu vois, que tu grimpes, ben, tu peux y avoir à agir dessus, t'as moyen d'agir dessus avant de grimper. Euh, donc ça, c'est déconstruire la peur de la chute en disant de quoi j'ai peur ces chutes. Quel est le pire scénario? Quelle est la conséquence que j'imagine en arrière-plan dans ma tête et qui m'amène cette sensation de peur. Et c'est pour ça que, par exemple, une technique qui serait bonne pour tout le monde, ben, n'existe pas parce qu'on va pas avoir derrière tu vois, la peur de la chute, on va pas avoir les mêmes, en fait, le même câblage, quoi. C'est pour ça que, par exemple, prendre 20 personnes et leur faire l'école de vol pour leur faire passer la peur de la chute, non, parce que certains, en fait, ont peur de la sensation, d'autres ont peur
de se faire mal, d'autres ont peur qu'à travers la chute, ils vont sortir du groupe de grimpeurs dans lequel ils sont, parce qu'ils vont se sentir un peu rejetés en disant « Ah, lui, il a chuté ». Enfin, tu vois. Donc ça, effectivement, c'est intéressant. Maintenant, en compète, souvent la peur, c'est de pas arriver à faire ce que je me sais être capable de faire. C'est genre, j'ai du potentiel, je le sais. Je le sais. Mais j'ai peur de pas être en mesure de le montrer. La chute, ou c'est rarement là. L'appréhension après une blessure, éventuellement, ça peut être là, tu vois. La peur aussi de reproduire quelque chose sur une compétition. Bah, par exemple, je sais pas moi, Briançon ou Cham, c'est pas forcément bien passé l'année d'avant. Boum, ben l'année d'après, je me dis, ouah, il peut y avoir un peu de cette peur-là. Mais toute peur, c'est c'est illusoire de penser qu'on peut contrôler, en fait, enlever notre peur. On en a besoin. Protège, c'est un signal en fait. C'est un signal qui dit fais gaffe, on va tomber, serre un peu plus, positionne-toi mieux. C'est un signal qui dit fais attention, parce que ce projet-là, on y tient. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a peur de pas réussir. C'est parce qu'on y tient vachement à ce projet. Peut-être même un peu trop. Donc, à partir du moment où on voit ça, on ne veut surtout pas enlever cette peur. Tout le travail, c'est de la manager, en fait. Et de faire avec. Et donc, en compétition, on n'enlève pas la peur. De toute façon, sans la peur, le courage n'existerait pas. Or, il faut du courage pour aller faire un move de plus alors que t'es pété, un move de plus alors que t'es pété, et aller chercher une prise de plus et une prise de plus. Donc, il faut de la peur. Et je me demandais, est-ce que tu aurais une petite technique de préparation mentale à tester et à proposer à nos abonnés pour découvrir un peu cet aspect de la performance qui est la préparation mentale? Ouais. Euh, alors j'en ai plein, mais une une qui est assez chouette, je trouve, euh, c'est l'imagerie. On va pas rentrer dans les trucs d'hypnose et tout, mais mais l'imagerie. Euh, Ce que je proposerais aux auditeurs, ça serait en deux étapes. La première étape, ce serait alors que de mettre sur pause là, s'ils veulent tester la technique, juste après, euh, quand ils seront dispo, s'ils sont en train de rouler ou je sais pas. Mais sinon, le principe, c'est de sentir comment avec notre tête, je vais avoir une influence sur mon corps. Pour faire ça, il y a un exercice tout simple, moi, que je propose et tout, que j'avais montré en un TEDx, c'est, tu te mets debout, les pieds joints, tu tends le bras, par exemple, droit, et tu pivotes sur toi-même sans bouger les pieds, en allant le plus loin possible, et tu prends un point de repère derrière ton pouce, comme si ton pouce était une cible. Puis une fois que l'auditeur, toi, tu vois, aurait fait ça, la personne revient dans la position initiale, ferme les yeux et imagine qu'elle refait exactement la même chose mais les yeux fermés. C'est-à-dire que tu repasses exactement par les mêmes détails, tu te représentes l'espace, la lumière, les gens, la salle d'escalade si c'est dans une salle d'escalade, euh, le pied de la falaise si c'est le pied de la falaise, enfin, bref, sauf que tu t'imagines aller plus loin que l'endroit où tu t'es stoppé juste quelques instants auparavant et que tu t'imagines faire un tour complet. Alors oui, peut-être que les lombaires diront « Mais c'est impossible, on peut pas faire ça !» Oui, mais c'est de l'imagination. Et une fois que la personne a fait un tour complet, à ce moment-là, elle va rouvrir les yeux, on va lui proposer de faire exactement la même chose, c'est-à-dire même consigne, pieds joints, bras tendus, et on pivote sur soi-même en allant le plus loin possible. Ce qu'on va voir, là, mettez sur pause les auditeurs, faites l'exo, puis ensuite écoutez la conclusion. Ce qu'on va voir, c'est que, en fait, on va gagner de quasiment 100%. Quasiment, il n'y a rien à 100% complet. Mais plus de 9 personnes sur 10, je te jure, vont gagner de l'amplitude. Parce que ils ont dépassé quelque chose dans leur tête. Donc maintenant, ça c'est l'introduction à la technique. La technique derrière, c'est l'intérêt de l'imagerie en escalade. Pour ça, en fait, il y a plutôt, quand on rentre dans l'imagerie mentale, au moment où une personne est en train de lire un bloc, même facile, une technique, ce serait de se demander à quelle vitesse je lis le bloc.
À quelle vitesse je me vois grimper le bloc. Et là, on rentre dans une dimension qui est fondamentale, qui est en fait la notion de temps et de chronométrie mentale. Bien des grimpeurs visualisent trop vite leur parcours. Ils voient la voie, ils font hop, 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 ok, c'est bon, je l'ai. Sauf que cette chronométrie mentale nous donne le rythme, et ça veut dire que si je visualise moi grimpant très rapidement et qu'à la première prise, je fais un gros move de bloc, je perds les pieds, je recale, bam, avec un move de gainage de fou, là mon cerveau il se dit, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. On devait y aller en 2-2 là-haut. Mayday. Donc, il y a un intérêt à faire cette chronométrie mentale. Donc se demander, notamment sur un bloc, en disant, ok, bah là je me vois faire vite. Ben, tout à l'heure tu parlais des cordeaux. Il y en a qui se visualisent, je te jure, faire des cordeaux. Ou tu vois, tu les vois faire, ils se voient mentalement. Derrière, tu sais, ils se lancent. C'est normal, tu sais que ça marche pas. Donc, il y en a d'autres qui se voient faire trop vite. Donc, c'est bosser, avoir cette notion de chronométrie mentale. Et que ce soit sur des blocs faciles, des blocs durs, tu vois, donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est c'est se voir aller en haut. Alors, bien sûr, c'est pas pour se dire que je vais forcément aller en haut. Mais c'est donner un but. Notamment pour les grimpeurs de diff. Des fois, on sectionne les voies. Et à sectionner les voies, on sectionne notre exécution motrice également. Si je bosse une voie et que je sectionne, je me dis ok tiens bah là je bosse ma chronométrie, je suis à peu près au rythme où pourrais grimper cette voie, là j'accélère, là je récupère, là je ralentis, fin du film. Deuxième film, je repars. Non, en fait, avoir cette faculté à lisser le film dans l'imagerie mentale et se voir aller en haut. Se voir aller en haut, pourquoi? Pour dire à notre cerveau, c'est là-haut qu'on va. C'est pas au pas dur. Ok, donc là c'est dur, je lis le pas dur, puis après je passe, puis après à la fin, c'est un 6C. Non. Ouais, regarde jusqu'en haut, tu vois. Parce que sinon, le cerveau, il va faire, ah bah c'est là la limite. Tu vois, comme ça va faire exactement comme sur l'expérience, genre, bah c'est là qu'on s'arrête. Comme quand on a tendu le bras et qu'on s'est arrêté au premier truc. Donc au moment où on va continuer de grimper, il va se dire, attends, ah, mais non, mais pour moi c'était vacances. Là, on s'arrêtait, là, on partait à Ibiza, là. Pourquoi on continue de grimper? Et là, du coup, ça fait des fins de voie un peu compliquées sur sur des fins de voie qui devraient pourtant être faciles. Ça a aussi un autre intérêt, c'est que ça booste la confiance. Et là, tu vois, dans cette technique qui est l'imagerie, dernier outil à tester, c'est se voir avoir des plans B, C, D, E, F dans une voie. Parce qu'en fait, souvent l'escalade, c'est un peu comme une boîte de chocolat, on sait jamais sur quoi on va tomber. Dirait la maman de Forrest Gump si elle grimpait, tu vois. C'est-à-dire que, oui, il y a ce que tu vois, et des fois, on se projette en disant, bah là, tiens, là, je vais passer, tac, tac, comme Patrick Béraud, alors attends, ça c'est un peu trop has-been, comme Adam Ondra, tu vois, là, je vais lâcher les pieds, là, je vais les recoller, je vais machin. Et puis ce move dur, je vais le passer avec le croisé en dessous, ok, mais c'est quoi le plan B? Si au moment où tu es en train de faire ton croisé, tu te dis ah, ça va pas passer. Si tu l'as pas prévu avant, ça va pas être ça va être compliqué de se réorganiser mentalement et physiquement, baisser l'émotion, maintenir le niveau de lucidité, bref. Donc il va falloir prévoir des plans avant. Alors en gros, ça veut dire faire la distinction entre grimper beau et grimper efficace. Se voir être efficace, c'est pas se voir grimper beau. C'est deux fois se voir faire un truc moche et continuer, et puis se reposer, puis sortir, tu vois, se voir galérer, mais se voir continuer. Pas juste se voir grimper élégant comme si je randonnais la voie. Moi aussi, je voudrais randonner toutes les voies. Mais il y a très peu de voies que je randonne. En vrai. Toujours un petit moment, ça, un peu la bagarre, ça pique, et puis je délaye un peu plus, et puis... Donc, c'est prendre l'habitude de se faire des scénarios catastrophes, qui peut-être verront jamais le jour, mais où le héros, à la fin, il gagne. C'est pas genre,
Ah, là c'est dur. Ah, je pense que je vais tomber. Ouais, bah, attends, pars pas. Pars pas. Regarde comment tu te bats et comment tu tombes pas. Projette-toi là-dedans plutôt que de te projeter dans le fait de tomber. Parce que t'en as plein qui partent dans des voies en disant là c'est ouais, là à mon avis là je tombe. Tu me surveilles hein. Bon bah c'est foutu. Donc voilà, c'est bosser l'imagerie de cette façon, vérifier la chronométrie, euh, vérifier si je me vois aller jusqu'en haut pour gagner en confiance, mais se voir aussi gagner dans la façon réaliste, pas forcément que idéalisée où je suis dans le flow quoi. Non non non, c'est moche, ça passe, ça sort. Nous ce qu'on veut, c'est que ça sorte. Ouais, Le but du jeu, c'est d'aller en haut. belle réponse. Donc donc tu vois, ça peut être en soi un super outil applicable directement sur la prochaine séance Ouais. d'escalade. Tu vois. Et du coup, bah, si tous les gens qui t'ont écouté, qui veulent apprendre un peu plus sur l'hypnose ou sur la préparation mentale, tu as sorti quelques livres, notamment L'incontournable de l'auto-hypnose en 2022. Et Oui. pour conclure, j'ai vu il y a quelque temps que tu te faisais entraîner par Kevin Hart. Est-ce que tu as aussi un peu des objectifs dans ce sport qu'est l'escalade? Ouais. Bah, j'ai levé le pied un peu avec Kevin parce que bah, du coup je devenais papa puis j'étais un peu Ouais. submergé. Euh, ouais, moi j'ai des objectifs. J'ai plusieurs objectifs. Bon, le premier c'est de refaire 8A. Alors je pensais avant mes 40, peut-être après. En tout cas de refaire 8A quoi, parce que ça fait un. J'en ai pas fait beaucoup. Euh, mais tu vois, on revient à ce truc de la cotation dont on Ouais. parlait tout à l'heure. Tu vois. D'ailleurs, il y a un des 8A, je suis descendu, j'ai fait jamais 8A ça c'est, tu vois. Euh, moi, c'était les grandes voies qui me faisaient rêver, tu vois. C'est-à-dire qu'à une époque, vraiment, j'ai avalé des kilomètres de grandes voies, des expés. En 2011, là, on était parti avec des copains faire Horizon Éthiopie, qui fait donc première expédition européenne en Éthiopie, ouvrir des big walls et tout. J'avais fait une expo en Algérie aussi, euh, ouvrir une voie juste à côté de celle Arnaud Petit, mais en fait qui a jamais été cartographiée et tout. Puis une autre au Maroc, au Brésil. Et il y en a une qui moi me plaisait. C'est une expé. Peut-être que ça parlera à des gens et si vous voulez, on en parle avec plaisir. Il y a une expé, moi j'aimerais vraiment faire. J'ai même le nom. Ça s'appelle Arabica et caféine. Et le principe, c'est d'aller sur l'île de Socotra. L'île de Socotra, il y a Daniel Dulac qui est passé il y a quelques années, on avait échangé là-dessus, il était passé pour faire un petit repérage, donc c'est une île qui est au large du Yémen, qui fait 150 km de long, c'est un fuseau, et 90 km de large. 6 mois par an, il y a des vents de 180 km/h, et il fait 50 degrés, donc c'est pas ouf. Mais les autres 6 mois de l'année, c'est absolument merveilleux. Il y a du granit au milieu, il y a des faces qui sont zébrées de fissures, mais incroyable. Il y a des grottes, il y a des grottes dans lesquelles tu pourrais rentrer Notre-Dame avec des stalactites monstrueux. Enfin, bref. Et en fait, moi, j'aimerais bien retourner là-bas pour grimper, pour ouvrir, mais aussi parce que il y a toute une forme de tourisme de nature qui pourrait se développer pour les populations locales. Ce qu'on avait fait avec l'Éthiopie, c'était qu'on était parti en Éthiopie, on avait remboursé notre impact carbone déjà à l'époque, tu vois, c'était précurseur, c'était 2010, 2011. On avait, par nos expos, envie de la vente des photos, on avait financé l'école pendant 10 ans. Euh, donc ça doit être, ça s'est fini en 2021. Donc pendant 10 ans, on a financé l'école de 5 Ok. familles, pour les enfants de 5 familles. Donc c'est cool, c'est-à-dire que même une fois que nous on avait Ouais, grimpé, tu c'est vois. clair. Et c'est ce genre de projet-là, moi, qui me branche autour de l'escalade, en fait, aujourd'hui. Euh, donc voilà, ça fait peut-être refaire 8A, faire ce genre de projet qui me plaisent beaucoup. Et puis ensuite, le dernier, tout dernier, c'est de grimper longtemps, le plus longtemps possible. Là, quand je vois des vidéos de ce grand-père là qui grimpe 6A ou 5C encore à 80, plus de 80 ans, eh mec, moi je veux faire ça. Moi, je veux ça. Ça me fait plus rêver que faire un 9A+. De toute façon, ça c'est mort. Mais ça me fait beaucoup plus rêver. Grimper longtemps.
Parfait. Beau mot pour la fin. Merci Jonathan. Merci beaucoup, Tommy. C'était cool, très cool. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les prochains épisodes, ainsi qu'à notre compte Instagram associé Blogcast. Et rendez-vous sur notre compte Instagram Blogcorp, ainsi que sur notre chaîne YouTube pour ne rien louper de l'actu escalade. Salut!